bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici et maintenant, que vous pouvez écouter et regarder via Internet. Je vous l'avais annoncé hier soir, un peu après 23 heures, aujourd'hui, une interview de Jean-Jacques Crèvecoeur. Monsieur Crèvecoeur, est-ce que vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Super bien. C'est parfait. Bon, Un grand super. merci à Alexandre pour les réglages techniques. Alors, monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur, est-ce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, en tout cas surtout sur la toile, où vous avez été très présent durant la grippe, cette fameuse soi-disant pandémie H1N1, Et oui. donc pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, ça, c'est déjà une mission presque impossible que vous me demandez parce que je suis un homme pluridisciplinaire et pluridimensionnel. En fait, je suis scientifique de formation initiale, mais je ne suis pas que scientifique puisque je suis physicien. Mais j'ai aussi fait des études en philosophie générale. Et j'ai aussi un diplôme en pédagogie de l'université de Namur. Donc je suis belge d'origine et je me passionne depuis 25 ans pour tout ce qui concerne, je dirais, les rapports entre l'esprit et le corps et sur la manière dont on peut améliorer notre qualité de vie, aussi bien au niveau physique qu'au niveau relationnel. Alors, dans la vie, au niveau professionnel, depuis 1989, je suis formateur, conférencier international, auteur d'une dizaine de livres. Et depuis quelques années, je me lance dans la production de documentaires et la production de documents audiovisuels. Alors, Voilà. d'où vous vient, je dirais, cet engouement, parce que vous êtes un peu hors norme pour le coup, hein, et c'est pour ça que je vous ai demandé de vous présenter, c'était plus simple. Oui, oui, oui. D'où vous vient cet engouement, alors notamment dans le domaine de la santé, du rapport entre le corps, l'esprit, voire peut-être plus autre chose, puisqu'on va parler aussi durant cette émission de physique quantique. Donc, Oui, absolument. j'aimerais avoir je dirais vos idées sur comment finalement un homme de votre catégorie, si on peut dire, vient à Oui. s'ouvrir à dimension spirituelle, à la physique quantique, et à vouloir essayer de saisir, de comprendre les interactions qu'il y a entre le corps et l'esprit. Ben, en fait, cet engouement m'est venu parce que pendant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été malade de façon chronique, de façon permanente. Et j'ai eu la chance, vers l'âge de 22-23 ans, de tomber sur une jeune femme médecin qui venait de sortir de la faculté et qui a eu, je dirais, qui a fait une démarche que tout scientifique et que tout médecin devrait pouvoir faire et que malheureusement ils ne font pas tous par manque de conscience. Elle m'a dit, écoute, je dirais que si je n'étais pas consciente des limites de la médecine, je te dirais, il n'y a rien à faire pour toi et tu vas vivre avec ta maladie chronique jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que c'est indiscret de Mais savoir ce que vous aviez comme maladie chronique? oh ben c'était j'avais différents problèmes de santé, mais le problème principal c'était une sinusite absolument affreuse et abominable pour ceux qui ont eu des sinusites et qui durait 8 mois par an Ah oui. dès le 1er octobre jusqu'au 31 mai à peu près, c'est-à-dire dès il commençait à faire un peu humide et en Belgique Dieu sait combien de temps et combien de jours il pleut par an. Alors, et ma femme avait d'autres problèmes qui étaient des problèmes au niveau du ventre et qui étaient aussi des problèmes dits chroniques et fonctionnels. Et cette femme médecin m'a dit, euh, je vais être honnête avec toi, je dirais plutôt, dans le cadre des connaissances actuelles de la médecine classique, il n'y a rien à faire pour toi, mais peut-être va voir du côté de l'homéopathie ou des médecines parallèles, peut-être que eux pourront faire quelque chose pour toi. En bon scientifique et en bon philosophe des sciences, j'ai commencé par me documenter sur l'homéopathie. J'ai lu des livres sur les principes de l'homéopathie, donc pas des bouquins du style je me soigne moi-même par homéopathie, pas du tout, mais plutôt comprendre les fondements scientifiques de l'homéopathie. Et quand j'ai été convaincu par ça, je me suis choisi un homéopathe qui m'a réglé mon problème définitivement en 2 séances. Ah oui. Et à partir de là, et je n'ai plus jamais eu de sinusite chronique. Ça fait pratiquement maintenant 27 ans que je n'ai plus souffert de ce genre de choses. Mais cet homéopathe m'a expliqué qu'il y avait des liens entre mon alimentation et ma santé, chose que je n'avais jamais entendu dire, et qu'il y avait aussi des liens entre ma façon de vivre dans le monde, ma psychologie
psychologie et ma santé. Et c'est à partir de là, je dirais que cette passion s'est développée, d'autant plus que j'avais pu vérifier de façon très claire les bénéfices de cette approche globale de l'être humain. Alors oui, effectivement, en 2 séances, guérir d'un problème qui traînait depuis de très nombreuses années. Ouais. J'imagine qu'il en a été de même pour votre femme? Oui, exactement. Oui. Donc pour elle aussi, ça a été un petit peu plus long, mais pour elle aussi, les problèmes se sont résolus de façon définitive. Donc vous pensez bien que... et là aussi, donc l'homéopathe est quelqu'un qui... ça a été un grand cadeau dans ma vie. Il y a eu plusieurs rencontres comme ça qui ont été des cadeaux dans ma vie. Euh, L'homéopathe m'a dit, mais vous savez, moi j'ai pu régler votre problème à court terme, mais maintenant c'est votre responsabilité de prendre en charge votre santé et votre équilibre. Parce que si vous continuez à manger comme vous mangez, eh bien c'est clair que vos problèmes vont revenir dans quelques mois. Et donc ça, pour moi, c'était la première fois, hein, je vous parle de 1984-85, c'est la première fois que dans ma vie, j'entendais quelqu'un qui me disait, vous êtes responsable de votre santé et vous pouvez faire quelque chose pour que votre santé s'améliore. Alors que jusque-là, j'avais une vision, qui est la vision classique, je dirais, que la maladie, c'est une fatalité qui nous tombe dessus et nous n'avons aucune part de responsabilité dans ce qui nous arrive au niveau de notre équilibre. Alors, autre question qui vient là toucher le philosophe que vous êtes, à savoir, dès le Oui, moment où cet homéopathe vous fait part qu'il s'agit aussi de votre relation au monde et de votre vision oui, du monde, dans quelle oui. mesure est-ce que justement vous vous êtes remis en question, quelle était justement votre part spirituelle, et quelle était votre conception du monde et de l'être humain au sein de ce monde et de la manière dont on pouvait être créateur de sa propre vie finalement, parce que c'est extrêmement important ce que vous a dit cet homéopathe. Vous êtes responsable de votre santé et votre relation au monde engendre chez vous un certain déséquilibre, potentiellement en tout cas. Absolument, absolument. Mais je dirais que, euh, sans entrer dans les détails, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, j'avais à l'époque une attitude qui était une attitude très contrôlante, une attitude qui était, euh, je dirais, parasité, je crois que c'est le mot, parasité par la peur de toute une série de choses, c'est-à-dire que j'avais une émotion de base et une émotion de fond dans ma personnalité qui était la peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de perdre le contrôle, etc. Et que cette attitude intérieure me mettait dans un stress permanent qui se répercutait sur ma physiologie. Et donc, c'est là aussi où je me suis intéressé très vite aux travaux de plusieurs approches de médecine psychosomatique pour essayer de comprendre effectivement quels étaient les liens intimes entre, d'une part, notre vision du monde, notre psyché et nos émotions finalement bloquées ou nos niveaux de stress non résolus et les conséquences que ça pouvait avoir sur notre santé physique. Alors, on va bien entendu parler encore une fois de la neuropsychologie quantique, si je puis dire, en tout cas Mhm. de l'interaction qu'il y a entre notre corps, notre esprit et bien entendu le monde qui nous entoure, tout est lié. Et Oui, avant cela, revenons un petit peu, si vous le voulez bien, à cette fameuse pandémie H1N1. Alors moi, personnellement, je vous ai connu à partir de ce moment-là, puisque Sylvie oui, Simon étant une de nos invitées régulières sur cette antenne, je recevais des liens, et puis j'ai pu voir que à travers la toile, vous étiez, alors je dis pas omniprésent, mais en tout cas pour ceux qui se posaient des questions, qui sortaient un peu en dehors des sentiers battus, vous étiez très présent. Alors oui. pourquoi avoir pris autant de position vis-à-vis de cette fameuse entre guillemets pandémie, et quels a été, je dirais, les retours que vous avez pu avoir suite aux conférences que vous avez données, suite aux interviews que vous avez pu donner? Alors, ça, c'est vraiment une excellente question. D'abord, pourquoi est-ce que je me suis embarqué dans cette Oui, aventure-là? Eh bien, euh, j'en suis encore à m'interroger aujourd'hui parce que je vous avoue que la question de la vaccination, pour moi, elle était réglée définitivement il y a 25 ans, avant que je n'ai mes premiers enfants. Bon, toujours dans cette démarche liée à l'homéopathie, etc., j'ai commencé à lire énormément, à me documenter énormément. Et quand
des gens me demandent des conseils aujourd'hui, je leur dis, écoutez, si je peux vous donner un conseil, éteignez votre téléviseur, éteignez les médias dominants qui ne vous donnent que des informations extrêmement filtrées et incomplètes, et lisez, investissez votre temps à lire pour vous faire une opinion à partir de choses qui sont dites par ailleurs. Et donc, moi, il y a 25 ans, c'était clair que les vaccins étaient dangereux, étaient inutiles et étaient inefficaces. Et toute une série de statistiques, ça on pourra rentrer dans le détail si vous voulez, toute une série de statistiques montre une décroissance de la plupart des maladies infectieuses, sinon toutes, sauf la polio qui est un cas particulier, entre 1880 et 1950-1960, donc avant qu'on introduise la plupart des vaccins. Donc, c'était clair pour moi que si 90% de l'incidence d'une maladie avait déjà disparu, les vaccins n'étaient absolument pas responsables de la disparition des maladies infectieuses. Et quand j'ai eu des enfants, ma fille est née maintenant à 23 ans et demi, et la deuxième à 21 ans et demi, et la troisième à 18 ans, quand j'ai eu des enfants, pour moi la question était réglée, je ne vaccinais nullement mes enfants contre aucune maladie. Et pour moi, le dossier de la vaccination était refermé depuis 25 ans. Pour la grippe aviaire, je ne me suis pas énervé. Et quand j'ai vu arriver la pandémie, j'ai vu arriver très très tôt la pandémie de grippe porcine, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé au départ, j'ai tout de suite reniflé que là, il y avait une manipulation de grande ampleur et que ça n'allait pas passer inaperçu comme la grippe aviaire. Dès le mois de mai, j'ai été très conscient que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait manipulé les chiffres de la pandémie, avait même changé ses critères de définition d'une pandémie pour pouvoir déclarer la pandémie de niveau 6 le 11 juin 2009. Et j'ai pressenti qu'une opération d'envergure était en train de se mettre en place grâce, je dirais, au battage médiatique qui était fait. C'est-à-dire que tous les jours, on nous emmerdait avec des choses qui étaient des non-informations et des non-événements. Et comme disait, il y a un philosophe qui disait, c'est Emmanuel Kant qui disait, à un moment donné de notre vie, il y a un tu-dois qui s'impose à nous et auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Et je dirais qu'au mois d'août, j'étais extrêmement mal, extrêmement déprimé en voyant ce qui arrivait. Et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire, passivement, alors que se met en place une dictature médicale où il risque d'y avoir une imposition de la vaccination contre toute la population. Et ma femme me disait que j'étais paranoïaque, sauf que quand elle a commencé à regarder un certain nombre de documents officiels sur les sites de l'OMS, du gouvernement, du site... des différents sites des ministères de la Santé en France, en Belgique, au Canada, etc., on s'est rendu compte que les préparatifs d'une campagne obligatoire qui serait encadrée militairement, nous avions toutes les preuves de cela. Et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être que je me ferai tuer. Et j'étais vraiment dans cette optique l'automne dernier de me dire, peut-être je vais me faire descendre, mais je préfère faire ce que ma conscience me dicte de faire, plutôt que de rester passivement et de voir s'installer une dictature qui risque, je dirais, d'empoisonner une grande partie de la population. Ça a été... voilà, c'est une démarche que j'ai faite sans trop réfléchir. Je dois dire, j'ai abandonné toutes mes activités lucratives pendant 6 mois. Ça m'a coûté une fortune. Mais Alors comment réagit justement l'auditoire, je dirais, notamment sur Internet? Est-ce que vous avez eu de la part de... alors puisque je veux dire, le lobby pharmaceutique est très puissant, bien entendu, mais en même temps, il y a l'ordre des médecins, et j'imagine qu'en Belgique, au Canada, tous les pays francophones, au Québec du moins, là aussi, l'ordre des médecins, qu'importe la structure qu'elle revêt, est très importante. Et dès le moment où il y a des scientifiques comme vous qui, sur la toile, commencent à avoir un son de cloche totalement différent et opposé de ce qui peut se dire d'une manière officielle, dans quelle mesure est-ce que vous avez été, vous, personnellement, alors soit, je ne sais pas, dérangé, soit... oui, dérangé, on va dire ça comme ça pour l'instant, et puis à vous de nous dire dans quelle mesure finalement vous avez eu des échos positifs, voire bien entendu des attaques, si on peut dire ça comme ça.
Ben, je vous dirais, pour vous donner un ordre de grandeur, entre le 10 septembre et le 10 décembre 2009, donc en 3 mois exactement, j'ai reçu 30 000 courriels sur ma boîte de courriel personnelle. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. Ça fait un peu plus de 300 courriels par jour. J'ai dû engager une personne à mi-temps pour gérer le flux de courriels parce que ça nous prenait 5 à 6 heures par jour. Et des courriels de soutien, énormément de courriels de soutien, des courriels où des gens me donnaient des informations très confidentielles. Donc c'est comme ça que j'ai eu des gens qui travaillaient au ministère de Roselyne Bachelot qui m'ont donné 3 semaines ou un mois à l'avance des documents confidentiels qui sont arrivés dans les boîtes aux lettres des Français beaucoup plus tard. Des maires ou des sous-préfets de département qui me donnaient des documents confidentiels, des militaires qui me disaient nous avons reçu depuis le mois de juillet les instructions d'encadrer militairement les campagnes de vaccination, nous attendons les ordres. Et tous ces gens-là me donnaient ces informations de façon évidemment confidentielle en me demandant de respecter évidemment la Ouais. confidentialité des sources. Donc ça, c'était très encourageant et ça, je dirais, j'étais très soutenu. J'avais une minorité. J'ai peut-être reçu sur les 30 000 courriels, j'ai peut-être reçu un petit millier de courriels de menaces, de morts, des injures, des gens qui me traitaient de criminel en disant si la population meurt parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner, vous allez devoir répondre de vos actes devant des tribunaux, etc., etc. Et puis alors, à un moment donné, à partir de fin septembre, début octobre, mais surtout pendant le mois d'octobre, un certain nombre de journalistes de médias dominants se sont acharnés sur moi pour essayer de me faire passer pour une secte à moi tout seul. Hein, ça, c'est toujours Oui, amusant c'est toujours d'être une facile. Ouais. secte à soi tout seul. Oui, vous dites? Oui, c'était très comique. Je riais Oui, dans le micro. Ouais. je n'ai même pas réussi à enrôler ma femme dans ma secte, hein. Vous voyez, donc mes cartes de membres ont été imprimées et il n'y a jamais personne qui en a voulu une. Mais bon, ça c'est une plaisanterie. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, la stratégie est toujours la même. C'est qu'à partir du moment où on ne peut pas attaquer le discours de quelqu'un, puisque je me suis retrouvé à la télévision à plusieurs reprises face au sous-ministre de la Santé ici au Québec, où je lui démontrais, preuve à l'appui et sur base d'arguments scientifiques, qu'il mentait. Et je l'ai traité de menteur à la télévision en direct et je lui présentais toutes les études qui montraient que, entre autres, le rapport Cochrane qui disait que en 46 ans de vaccination antigrippale, nous n'avions aucune preuve dans toutes les études qui ont été faites dans le monde de l'efficacité, de la moindre efficacité de la vaccination contre la grippe au niveau de la réduction de la mortalité, au niveau de la grippe et au niveau de la réduction de la morbidité. Donc, quand ils ont vu que je n'étais pas déboulonnable au niveau des arguments scientifiques, bon, ben, c'est toujours la même stratégie depuis Hitler et depuis même avant, c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire on discrédite à ce moment-là l'interlocuteur si on ne parvient pas à discréditer son discours. Alors, quelle a été la Euh, réaction, excusez-moi, du ministre en question quand vous lui avez expliqué, apposé les arguments scientifiques? Eh ben, en fait, à chaque fois, il pédalait dans la choucroute parce qu'il disait oui, 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 bon, enfin, c'est vrai, parce qu'il venait de dire une phrase, la vaccination est efficace à 95%. En fait, ce à quoi il faisait allusion, c'était les études qui venaient d'être faites en Europe et qui montraient que 95% des personnes qui avaient reçu le vaccin expérimental avaient produit des anticorps. Mais produire des anticorps ne veut pas dire nécessairement qu'on est immunisé contre la maladie. Donc quand je lui ai répondu ça, il me dit oui, 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 mais enfin, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais enfin, la vaccination, c'est quand même efficace à 60%. Et à cela, je lui ai répondu, je dis oui, effectivement, on s'aperçoit que quand 1000 personnes sont vaccinées contre la grippe, il y a 60% d'entre elles qui ne tombent pas malades de la grippe, mais on constate dans les études qui ont été faites aussi que quand 1000 personnes ne sont pas vaccinées contre la grippe, il y a 60% d'entre elles qui ne font pas la grippe non plus. Donc, quand vous me dites, oui, c'est ça, quand vous me dites que c'est efficace à 60%, je ne trouve pas ça très honnête, puisque je vois que aussi bien chez les vaccinés que les non-vaccinés, il y a exactement le même taux de gens qui tombent malades, c'est-à-dire 40%. Donc venir me dire que c'est 60% efficace, pour moi c'est 0% efficace. Et donc là, il y a eu une page de publicité qui a sauvé le débat, mais c'est à partir de là que les journalistes ici au Québec se sont acharnés contre moi. Il y a même eu une émission de télévision pour démontrer que je profitais de la grippe H1N1 pour recruter
pauvres gens perdus et effrayés pour la secte que je dirige. Ça, c'est bien connu. Donc voilà. Bon, c'est extraordinaire votre aventure. Et je suis très heureux d'avoir un feedback après toute cette histoire, hein. Matt, ça Oui, fait un oui. tel vacarme, cette fameuse pandémie. Alors, bien entendu, peut-être que justement pour faire une sorte de débriefing, il serait intéressant de constater que cette pandémie a été un fiasco total et que Oui. les citoyens à travers l'Europe, en Pologne, d'une manière générale, et puis bien entendu au Québec, je ne sais pas ce qu'il en a été aux États-Unis exactement de cette désinformation, mais en tout cas, il y a eu une prise de conscience générale des citoyens qui n'étaient pas pour la première fois, je dirais, pris par la peur et en même temps Mhm. envie de chercher, hein, s'informer. Où Internet, là, pour le coup, a été un outil extraordinaire pour voir ce qui se Oui. disait. Oui. Et alors, notamment, bien entendu, quand on faisait ces fameuses recherches, de constater que finalement, le vaccin, d'une manière générale, n'est pas ce que l'on croyait être. Et ça, là, pour le coup, ça démonte une machination qui dure depuis plus de 50 ans. Depuis 140 ans, Merci. pour être plus précis, Oui. puisque effectivement, dès le début des travaux de Pasteur, euh, en fait, Pasteur, quand on lit l'histoire, la réelle histoire de Pasteur, et je recommande toujours un livre extrêmement bien fait du docteur Eric Ancelet qui s'intitule Pour en finir avec Pasteur. Bon, il y a aussi les livres de Sylvie Simon que vous connaissez bien, qui est une amie personnelle et que je salue si elle m'écoute cet après-midi, pardon. Oui, c'est ce matin pour moi à Montréal, mais c'est cet après-midi pour vous. Euh, En fait, on se rend compte que Pasteur était un imposteur, était un falsificateur avec la complicité de deux médecins qui faisaient des faux diagnostics des gens qui mouraient suite aux expériences vaccinales que Pasteur faisait. Et en réalité, jamais aucun vaccin n'a fonctionné et n'a démontré son efficacité. Alors, effectivement, l'intérêt, je dirais, de cette campagne avec un battage énorme, hein, il n'y a jamais eu autant de battage médiatique autour d'une campagne de vaccination, a eu je dirais, ce bénéfice d'alerter toute une série de personnes sur la pertinence de l'acte vaccinal. En tout Euh, cas, par, oui, oui. je vous en prie, allez-y. Par contre, lorsqu'on regarde maintenant les debriefings qui ont été faits au niveau des différentes instances officielles, que ce soit au niveau des communautés européennes, au niveau des différents ministères de la Santé, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, la conclusion majeure qu'ils tirent, c'est une prochaine fois, on gérera mieux notre façon de communiquer et on contrôlera mieux les réseaux sociaux et les sites Internet qui nous ont rendu la tâche difficile. Et c'est pour ça que nous avons eu tellement de difficultés à faire passer notre bon message à la population. Donc, je trouve qu'eux n'ont absolument pas tiré les enseignements de cette opération. Le seul enseignement, c'est qu'on contrôlera mieux des emmerdeurs comme Sylvie Simon, Jean-Jacques Crèvecoeur, Marc de Vercouter et d'autres qui ont tiré la sonnette d'alarme. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à un grand merci. Parce que vous avez effectivement été très présent et il est vrai que vous avez vraiment contribué, nous, à cette antenne, à alimenter, bien entendu, tout ce qui pouvait se dire concernant cette fameuse grippe porcine. Donc un grand merci officiel, voilà, tout simplement. Et Merci. pour enchaîner, bien entendu, parler de la physique quantique. Alors, quel a été, je Oui. dirais, votre parcours pour arriver à la physique quantique? Alors, au vu de ce que vous nous avez dit en préambule, ça paraît logique, mais j'aimerais avoir finalement votre intérêt pour la chose. Comment s'est-il ouvert, déroulé? Oui, oui. En fait, donc, je l'ai dit en entrée, effectivement, je suis diplômé en physique, hein. J'avais fait donc l'équivalent de ce qu'on appelle en France une maîtrise en physique quantique théorique. Donc déjà, au niveau de la maîtrise, j'avais pris la spécialité de la physique quantique. J'ai obtenu le prix du meilleur mémoire belge de physique en 1984, au moment où donc j'avais terminé mes études, et j'ai gagné aussi une bourse de doctorat pour commencer
un doctorat en physique quantique théorique. Alors j'expliquerai un peu plus tard ce qu'est la physique quantique, évidemment, parce que tous les auditeurs ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Mais pour brosser mon parcours très rapidement, pendant que je faisais mon doctorat en physique quantique théorique, j'ai eu la chance et le privilège, c'est une des autres rencontres qui ont été déterminantes dans ma vie, de rencontrer un de vos très très grands, votre immense penseur français qui s'appelle Edgar Morin. Edgar Morin qui vit toujours, il commence à être très âgé maintenant, et Edgar Morin qui à l'origine était historien et sociologue, mais qui s'est aussi intéressé à la philosophie et à la biologie, c'est un homme, je dirais qu'on pourrait même quasiment, c'est un homme qu'on pourrait comparer aux hommes de la Renaissance, parce que c'est quelqu'un qui avait une démarche pluridisciplinaire. Et il a obtenu en Belgique en 1984, oui, ce qu'on appelle le prix Francky en Belgique. Et le prix Francky, c'est un peu notre prix Nobel belge, si vous voulez. Et dans le cadre du prix Francky, pour l'ensemble de ses travaux, il avait l'obligation de donner un cours de quatrième cycle, donc de post-doctorat, de 30 heures à toute personne faisant un doctorat dans n'importe quel domaine de savoir. Et je me suis inscrit à ce cours, j'ai été suivre les 30 heures de cours avec Edgar Morin. Et ça a été pour moi une révélation d'entendre quelqu'un qui avait une démarche pluridisciplinaire. Et c'est là où pour moi ça a été un bouleversement majeur dans ma vie en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de me spécialiser à l'âge de 23 ans, 24 ans dans un domaine que très peu de personnes dans le monde connaissent et maîtrisent, alors que si je veux avoir une compréhension de l'humain, une compréhension du monde qui soit la plus je dirais la moins sectaire et la moins intégriste possible, c'est justement vers la pluridisciplinarité que je dois m'ouvrir. 15 jours après ma rencontre avec Edgar Morin, après le premier cours avec Edgar Morin, je donnais ma démission de mon doctorat, donc je n'ai jamais terminé mon doctorat en physique quantique. Et l'année suivante, je me réinscrivais comme étudiant en philosophie pour me spécialiser en philosophie des sciences. D'accord. Donc je dirais que ça a été le déclencheur. Et puis... par la suite, étant donné que je m'intéressais beaucoup aux relations entre le corps et l'esprit, il est bien entendu que quand on rentrera dans le vif du sujet tout à l'heure à propos de la physique quantique, les interactions entre l'esprit et la matière, ça trouve une résonance, évidemment, est ce que la physique quantique dit entre la matière et la non-matière, entre la matière et les ondes. Et j'ai été invité un jour à donner un cours de physique quantique dans une école d'homéopathie en Belgique. Et c'est là que une grande aventure a commencé pour moi, à essayer de chercher les liens entre différentes thérapies parallèles et les postulats de la physique quantique. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est la première fois que je l'entends moi-même, vous voyez comme quoi j'en apprends tous les jours, Ouais. la philosophie des sciences, qu'est-ce que ça sous-entend, cette ouverture? Alors, la philosophie des sciences, qu'on appelle de façon plus spécifique l'épistémologie, c'est une branche de la philosophie qui consiste à étudier de façon critique un champ de savoir particulier, un champ de savoir scientifique particulier. Donc, en fait, ce sont des gens qui, la plupart du temps, ont une formation en philosophie et ce sont donc des intellectuels, hein, ne nous le cachons pas, ce sont des intellectuels qui réfléchissent d'une part, au postulat de départ de n'importe quel champ de savoir scientifique. Donc, on peut faire de la philosophie des sciences, donc de l'épistémologie, de la géographie, de l'épistémologie de l'histoire, de l'épistémologie de la physique, de l'épistémologie de la neurologie, de l'épistémologie de la médecine, etc., etc. Et donc, c'est d'une part réfléchir au postulat de base, c'est-à-dire quels sont les présupposés, quels sont les règles de base que les médecins, par exemple, se sont donnés pour approcher le corps humain. Quelles sont les règles de base que les historiens se donnent pour approcher l'histoire des civilisations, etc. Et les philosophes des sciences ou les épistémologues réfléchissent aussi à la manière dont les praticiens d'un champ de savoir transforment le savoir à travers leur propre vision. Vous comprenez? Donc c'est vraiment réfléchir à propos de la réflexion. Donc c'est une espèce de méta-démarche, hein, une méta-analyse d'un champ de savoir particulier.
D'accord, très, très intéressant. Donc je comprends mieux maintenant votre position finalement au fait de regarder, je dirais, l'éthique ou la manière dont le regard que l'on porte sur une science peut être filtré à travers le regard aussi bien d'un corps, hein, on parlait tout à l'heure du corps Oui, médical, que de l'individu en tant que tel. Alors c'est tout effectivement à très fait. très intéressant. Et de voir finalement les valeurs qui accompagnent tel ou tel champ de découverte. Alors, Exactement. je ne sais pas, on va d'abord faire une information capitale, on va donner une information capitale pour les auditeurs, sachant que vous venez en France bientôt pour donner 2 conférences, déjà d'une part, et puis aussi une formation pour ceux et celles qui sont intéressés. Oui. La première conférence aura lieu le vendredi 8 octobre. Donc Mhm. aujourd'hui nous sommes le 4 et donc Oui. c'est le vendredi qui vient. Vous serez donc à Paris et vous proposez donc une conférence à 19h30 le vendredi 8 octobre. La thématique c'est celle-ci, la guérison quantique lorsque l'information transforme le corps et l'âme. Une autre Mhm. conférence sera donnée le jeudi 21 octobre à 19h30, toujours à Paris bien entendu. Oui. La thématique cerveau holographique et neuropsychologie quantique. Oui. Sachant que donc une formation est proposée à ceux et celles qui nous écoutent, formation à la physique quantique et à ses applications en médecine et biologie. Cette formation aura lieu le samedi 9 octobre. D'ailleurs, par rapport à cette formation, ceux et celles qui suivent cette formation, généralement, est-ce que ce sont déjà des thérapeutes d'une manière générale ou y a-t-il des néophytes dans le domaine de la médecine? Alors moi, ça c'est toujours ce qui m'étonne beaucoup, c'est que à mes formations de vulgarisation en physique quantique, j'ai vraiment Monsieur et Madame tout le monde. C'est-à-dire que j'ai à peu près la moitié de l'auditoire, ce sont des thérapeutes qui appartiennent à toutes les branches des médecines alternatives, que ce soit l'homéopathie, l'ostéopathie, la psychothérapie, l'acupuncture, la médecine chinoise, etc. Ce sont des gens qui viennent pour essayer de comprendre pourquoi leur approche marche et peut être légitimé par la physique quantique. L'autre moitié de mon auditoire, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui veut comprendre en quoi ce qui se passe dans notre psychisme et dans notre esprit, finalement, peut influencer la qualité de notre vie physique et qui veulent aussi, qui se posent des questions d'ordre métaphysique. Hein, on parlait de méta-analyse tout à l'heure, ou effectivement sur la nature de la réalité. C'est quoi la réalité? C'est quoi le réel? C'est quoi le corps humain? Est-ce que le corps humain, c'est juste un sac comme le disait, je ne sais plus quel épistémologue, un sac de réactions physico-chimiques, ou est-ce qu'il y a autre chose que simplement des réactions avec des cascades de neuropeptides, de neurotransmetteurs, etc. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes vraiment face uniquement à une vision mécaniste de l'être humain, ou est-ce que nous avons une vision qui intègre une dimension plus spirituelle, plus immatérielle? Et donc, comme je suis, je vais me lancer une fleur, je suis réputé comme étant un excellent vulgarisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne perd pas son auditoire la plupart du temps, parce que je suis capable d'expliquer la physique quantique, qui quand même est extrêmement compliquée à étudier. Lorsque j'ai étudié, j'ai passé pas mal de nuits blanches à étudier mes cours, mais je le fais sans donner aucune formule mathématique, en ne donnant finalement que l'esprit et les postulats de la physique quantique et finalement en quoi la physique quantique a bouleversé notre regard sur le monde, sur le corps humain, sur l'être humain, sur la santé, sur la médecine, etc. Alors, je rappelle donc 2 conférences. Une le vendredi 8 octobre à 19h30 à Paris, une autre le jeudi 21 octobre toujours à Paris à 19h30, et une formation pour ceux et celles qui sont intéressés à s'ouvrir davantage à la physique quantique et ses applications en médecine et biologie le samedi 9 octobre. Alors, pour avoir tous les compléments d'information, notamment bien entendu le lieu exact et les Oui, moyens d'y parvenir et les coûts, eh bien je vous invite à aller sur le site de l'association Coévoluer. Alors pour ce voilà. faire, vous allez sur internet, bien entendu, il vous suffit de taper co-évoluer à l'infinitif.com tout simplement, et le tiret c'est la touche 6 du clavier pour ceux et celles qui n'ont pas de clavier numérique, co-évoluer.com, et là vous avez toutes les informations nécessaires pour vous rendre aux conférences ou à la formation de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors monsieur Crèvecoeur, cela étant dit, je ne sais pas si vous souhaitez parler de prime abord de la physique quantique, j'aurais souhaité Mhm. y venir, si vous êtes Oui, oui, d'accord donc. quand Alors vous voulez.
Ah, très bien, allons-y gaiement. Alors, quelle est la définition finalement de ce que représenterait pour vous la physique quantique pour tous ceux et celles qui n'y sont pas initiés? Bon, alors, en fait, la physique quantique, d'abord, ça s'écrit Q-U-A-N-T-I-Q-U-E, hein, c'est pas quantique, C-A-N, comme les petites chansons. Donc, la physique quantique, c'est une des deux grandes théories qui a bouleversé la vision des physiciens au XXe siècle. Je raconte toujours une anecdote, puisqu'en 1899, donc la veille de l'entrée dans le XXe siècle, euh, un grand scientifique physicien qui s'appelle Lord Kelvin a réuni la plupart des physiciens et des chimistes du monde de l'époque et il les a réunis pendant plusieurs jours à Londres pour faire le bilan de la science et ils ont convoqué la presse internationale en disant, en faisant une déclaration tout à fait officielle, en disant, ben voilà, nous sommes réunis, nous les plus grands savants de la Terre, sur là où nous en étions dans l'explication des phénomènes physiques, chimiques, etc. Et nous pouvons déclarer solennellement que nous avons expliqué pratiquement tous les phénomènes observables pour l'être humain. Il nous reste quelques broutilles à régler, mais ce sera l'affaire de quelques années pour régler ces petites broutilles. Mais nous pouvons en tout cas déclarer une chose avec certitude, c'est que le métier de scientifique n'a aucun avenir pour le XXe siècle puisque nous avons tout expliqué ou quasiment tout expliqué. Ce qui est quand même extraordinaire. En tout cas pour un épistémologue ou pour un philosophe des sciences, de se rendre compte avec quelle naïveté des physiciens de l'époque étaient persuadés, étaient convaincus qu'ils avaient expliqué quasiment tous les phénomènes observables et qu'il n'y aurait aucun avenir dans la carrière de scientifique. Alors, un an plus tard, une des broutilles, quelqu'un s'y est intéressé, c'était même pas un physicien, c'était un mathématicien qui s'appelait Max Planck, P-L-A-N-C-K, et Max Planck était un statisticien, c'est-à-dire quelqu'un qui développait une toute nouvelle théorie mathématique qui était les statistiques. Hein. À l'époque, on ne connaissait pas encore les courbes de Gauss, les courbes de Gauss, les écarts-types, etc. C'était en train de naître, en train de s'élaborer. Et lui a regardé une de ces broutilles que les physiciens ne parvenaient pas à expliquer, et il a proposé une explication de son point de vue de statisticien. Alors évidemment, lui, il a dit, écoutez, moi je vous donne une explication, une interprétation mathématique, mais n'allez pas chercher d'explication sur le plan physique ou d'équivalence sur le plan physique, il n'y en a pas. Et puis un certain Albert Einstein, qui n'était absolument pas connu à l'époque, en 1905, qui à l'époque avait été rejeté de toutes les facultés comme étant un inadapté. Hein. Il faut quand même savoir que Einstein a été considéré pendant assez longtemps, la première partie de sa carrière, comme inadapté au système scolaire. Ça pose quand même question sur la pertinence aussi du système scolaire et de l'éducation. Lui, il n'avait rien à foutre, il était dans un bureau de brevet à Berne, en Suisse, et donc, comme un certain nombre de fonctionnaires, il n'avait pas grand-chose à faire, donc il s'amusait à lire les publications scientifiques, parce qu'il avait quand même un diplôme de physicien, et il s'est dit, mais Planck peut-être pourrait avoir raison, et donc il a publié un article en 1905, qui est un des articles les plus reproduits dans toute l'histoire de la physique, et pour lequel d'ailleurs il a obtenu le prix Nobel. Et c'était son premier article. Et c'est Einstein qui a dit, mais finalement, Planck, ce qu'il raconte, c'est pas uniquement un formalisme mathématique, c'est vraiment, on peut l'interpréter de façon physique. Bon, avec tout ça, je vous ai toujours pas parlé de ce qu'était la physique quantique, mais ce que je veux dire, c'est que ces deux bonhommes, ces deux bons hommes, donc Max Planck et Einstein, en 1900 et 1905, en jetant les bases de la physique quantique, ont complètement bouleversé plus de 80% de toutes les conceptions de la science que les physiciens avaient jusqu'en 1899. L'autre théorie physique qui a bouleversé les conceptions de la science de 1899, c'était la relativité restreinte et générale, où on retrouve de nouveau Albert Einstein. Euh,
Voilà, donc ça c'est juste pour pour prendre un peu de recul par rapport Un préambule. aux prétentions des scientifiques, hein, parce que souvent on entend aujourd'hui encore à la télévision des scientifiques nous dire on a pratiquement expliqué l'origine du cancer, ou on a pratiquement la solution pour le sida, ou on a pratiquement, etc. Mais je dirais que quand on est historien des sciences ou philosophe des sciences ou épistémologue, on regarde, on écoute tout ce genre de discours avec beaucoup de sourire parce que, bien entendu, à toutes les époques, des scientifiques ont cru être proches de quelque chose, et c'est juste après, évidemment, qu'il y avait un changement complet et un bouleversement complet dans la conception du réel. Donc, soyons modestes en tant que scientifiques et sachons que nous ne savons pas grand-chose, et ça ira, je dirais, déjà beaucoup mieux. Alors maintenant, c'est quoi la physique quantique? À quoi est-ce que la physique quantique s'intéresse? Eh bien, la physique quantique s'intéresse au comportement de la matière dans l'infiniment petit. Donc, c'est pas très compliqué, hein. Donc, on s'intéresse à comment se comportent les électrons, les protons, les neutrons, donc les atomes, si vous voulez, et éventuellement les molécules, mais on ne va pas beaucoup plus loin que quelques atomes l'un avec l'autre. Et on regarde comment la matière se comporte dans ce cadre-là. Et ce qu'on regarde aussi, c'est comment interagissent les ondes électromagnétiques, comme la lumière par exemple, avec la matière. Voilà. Au départ, la physique quantique ne s'intéresse qu'à ça. Alors vous allez vous demander évidemment en quoi est-ce que ça peut changer notre vie que des physiciens se soient intéressés à ce qu'était la nature du réel, des atomes, des électrons, etc. Et ça, c'est évidemment la question à 50 euros. Alors, mais je parle beaucoup, hein. Non, mais il n'y a pas de souci, au contraire. Au moins, comme vous le disiez, il y a beaucoup de pédagogie dans vos propos, et puis au moins c'est clair, c'est une belle synthèse pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout le sujet. Alors, de ceux par contre qui ont pu entendre un peu parler de physique quantique, et de qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la réalité de la matière, il y a toujours cette idée de, finalement, la matière, est-ce une onde ou une particule? Et dans le mot particule, il y a cette idée qu'on peut l'observer. C'est voilà, c'est Oui, un élément, un élément. Or, si c'est une onde, dans ce cas-là, bah, l'onde, où se trouve l'élément dans cette onde? Est-ce que c'est juste quelque chose qui bouge continuellement, qui fluctue continuellement? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est dur, solide? Et moi-même, en tant qu'être humain, de quoi suis-je composé? Mon corps, de quoi est-il composé? Et de quelle manière est-ce que finalement cette matière, onde ou particule, voire peut-être les deux à la fois, peut réagir avec mes pensées? Et qu'est-ce que sont mes pensées? Bref, des questions d'ordre philosophique sur ce que nous sommes et la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. ouais, exactement. Donc, en fait, vous voyez que c'est intéressant les questions que vous posez parce que ça démontre bien que lorsque des physiciens s'interrogent de façon approfondie sur la nature de la réalité, eh bien, on bascule automatiquement dans une démarche philosophique. D'ailleurs, parmi tous les scientifiques qui basculent dans la philosophie, il y a pratiquement 50% des scientifiques qui deviennent, non, parmi ceux qui deviennent philosophes, 50% d'entre eux sont des physiciens. Et les 50 autres pourcents sont des mathématiciens, des biologistes, des géographes, etc., etc. Mais effectivement, c'est la physique qui nous amène à nous poser des questions d'ordre métaphysique, hein. Je rappelle que méta, en grec, ça veut dire au-delà de la physique, hein. La physique voulant dire en grec la nature, donc au-delà de la nature. Donc effectivement, la première question que vous posez, c'est ben, moi finalement, est-ce que je suis solide ou pas? Ou est-ce que la table sur laquelle vous avez tapé, est-ce qu'elle est solide? Ben, déjà, dans une première approche qui n'inclut même pas la physique quantique, on peut savoir que les atomes sont composés essentiellement de vide. Hein, bon, j'ai calculé un jour, pour faire simple, que si le noyau d'un atome d'hydrogène, donc un atome avec un seul proton, faisait 1 cm de diamètre. Donc, si on élargissait très, 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 très fort l'atome, et que si le noyau de l'atome faisait 1 cm de diamètre, on peut se demander où se trouverait l'électron qui gravite autour du noyau. Alors, je vous laisse deviner. Je dirais, je vais être un peu fou, Jupiter. Non, 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 quand même. Quand même pas, hein. Bon, Il se trouverait, oui, oui, il je se donne ma trouverait langue au à chat. 1 km. Combien?
kilomètre. 1 kilomètre. Voilà. 1 centimètre de Donc, diamètre et le oui, proton se trouverait à 1 kilomètre de là. le Le neutron. l'électron se trouverait à 1 kilomètre de là. Donc, ça veut dire que le noyau que l'on représente traditionnellement par un proton et un électron, eh bien, le noyau, c'est fait de 99,99999999999% de vide et un tout petit peu de matière. Donc, ça, c'est déjà un peu pour donner le vertige aux auditeurs. C'est que déjà, même dans une conception matérialiste de la matière, on le sait que l'essentiel de notre matière, c'est du vide. Donc, ce qui fait qu'on ne s'effondre pas sur nous-mêmes, évidemment, ce sont les forces électriques qui font que les protons ayant des charges positives chacun, ils se repoussent électromagnétiquement les uns les autres, et donc nous tenons en place, je dirais, parce que sinon, on passerait à travers les murs, on s'effondrerait sur notre chaise, etc. Mais maintenant, quand on regarde la vision quantique du réel, là, on a encore plus le vertige, parce que quand on interroge la nature des électrons ou la nature des protons ou la nature des neutrons, on se rend compte que, et ça je l'explique dans mes conférences et dans mes ateliers, dans mes formations en physique quantique, on se rend compte que quand on observe, quand on veut mesurer ces êtres, et là je vais commencer à avoir du mal avec mon vocabulaire, quand on commence à mesurer ces entités que l'on appelle traditionnellement les protons, les neutrons et les électrons, eh bien, en fonction de l'appareil de mesure que l'on utilise, on va observer des phénomènes ondulatoires si l'appareil de mesure que l'on utilise est un appareil qui est fabriqué pour mesurer des ondes, et on va observer de la matière, des corpuscules, si l'appareil de mesure que l'on utilise est destiné à mesurer et à sous-peser des éléments matériels. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte à ce stade-ci à quel point ça a été bouleversant pour les scientifiques, et bien entendu les physiciens au début se sont très très fort opposés aux théories d'Einstein et de Planck, parce qu'ils disaient, attendez, jusqu'à présent, notre science, un des postulats de la science, et c'est là où on revient à la démarche de philosophie des sciences, un des postulats de base de la science physique, c'est que l'observateur n'influence en aucun cas le système qu'il observe. D'accord ? Si j'observe les phases de Vénus ou de la Lune, comme le faisait Galilée, le fait que j'observe aujourd'hui les phases de la Lune ne va pas influencer la trajectoire de la Lune. D'accord, hein, la Apparemment, Lune oui, ne jusqu'à va pas preuve du dire contraire, oui. oui, 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 je suis en train d'être observé par un télescope de Galilée, il faut que je me fasse belle aujourd'hui. Non, pas du tout. La Lune, elle continue, elle s'en fout à la limite de qui l'observe et qui ne l'observe pas. Enfin, bon, ça, je le fais de l'anthropomorphisme, mais c'est pas grave. Par contre, et la manière dont je vais observer la Lune n'influence en rien la réalité. Mais par contre, quand on arrive dans l'infiniment petit, si je veux observer un électron, en tant qu'observateur, non seulement je vais influencer dramatiquement le système, puisque pour observer un électron, il faut l'absorber dans une plaque photosensible ou photoélectrique, donc j'absorbe et je tue l'électron, hein, donc déjà c'est pas mal influencer le réel, mais en plus, et c'est ça qui a été bouleversant pour les physiciens, la manière dont je mesure le réel va influencer la manière dont le réel se comporte. Et là, tout à coup, ça a créé une grosse, je dirais, crise épistémologique chez les physiciens en disant, mais alors finalement, c'est quoi le réel ? Parce que si je l'observe en m'attendant à ce qu'il se comporte comme une onde, le réel se comporte comme une onde, et si je l'observe comme étant matériel, le réel se comporte comme de la matière. Alors il n'est ni l'un ni l'autre, puisque c'est ma mesure qui influence la nature du réel, ou en tout cas la nature de la manifestation du réel. Et ça a été un trouble qui n'est pas encore résolu aujourd'hui. Alors, quel est le... J'aurais tendance à dire que lorsqu'on regarde sur Internet et qu'on voit dans quelle mesure finalement bon nombre de scientifiques, qu'importe le domaine, utilisent la physique quantique pour remodeler notre réalité. Alors il y a des théories très très intéressantes, mais au-delà de ça, dans quelle mesure est-ce que pour nous, au quotidien,
la conception ou la réalité, si je puis dire, conceptuelle, du fait que dans l'infiniment petit, le regard de l'observateur influence l'objet observé, dans quelle mesure est-ce que ça joue sur, notamment, puisque là on va parler certainement de médecine, de santé, dans quelle mesure Oui. ça m'influence et dans quelle mesure ça influence aussi celui ou celle à qui je parle, à qui j'envoie ces fameuses vibrations, que ce soit à travers nos 5 sens. Alors ça, c'est évidemment tout le champ de savoir et tout le champ d'investigation qui est en train de se développer depuis quelques dizaines d'années. Euh, Parce que moi, quand j'ai fait mes études en physique, donc au début des années 80, on nous avait bien dit, à nous les étudiants en physique, que la physique quantique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne s'intéresse qu'à l'infiniment petit et en plus ne s'intéresse qu'à des objets de taille extrêmement petite. C'est-à-dire on parle d'un atome ou on parle éventuellement de molécules, c'est-à-dire de quelques dizaines d'atomes ou quelques centaines d'atomes, mais on ne parle pas d'objets de la taille d'un corps humain, bien entendu, ou même d'un organe. Et il a fallu. Et donc, moi, quand j'ai étudié la physique quantique, c'est ça qu'on m'a dit, et c'était là où on en était dans la vision de la physique quantique et de l'application de la physique quantique. Et il a fallu attendre les années, effectivement, 70-80, pour que des chercheurs commencent à faire des observations au niveau biologique, où ils se sont rendus compte que le corps humain était le siège de phénomènes typiquement quantiques. Et ça, ça a été découvert dans les années 80, donc c'est seulement maintenant que le grand public commence à en avoir conscience et en avoir l'information. Hein, il faut savoir que entre le moment où une découverte est faite et le moment où elle est enseignée en faculté, il se passe entre 10 et 20 ans, et entre le moment où c'est enseigné en faculté et le moment où c'est divulgué dans le grand public, il faut encore attendre entre 10 et 20 ans. Donc en fait, le grand public a toujours entre 30 et 40 ans de retard par rapport aux recherches de pointe. Donc c'est seulement maintenant que ça sort. Et donc c'est pour ça que moi, en tant qu'étudiant, je n'ai pas entendu parler de ce genre de phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est que des biologistes, parce que ce sont les biologistes d'ailleurs qui avaient souvent une formation, une double formation, biologie et physique, ont commencé à observer des choses. Je pense entre autres à un gars qui s'appelle Fritz Albert Popp, qui est un chercheur allemand, qui s'est rendu compte que au niveau du corps humain, mais au niveau de toutes les entités vivantes, que ce soit les plantes, les pommes de terre, il a fait des expériences sur les pommes de terre, les animaux et les êtres humains, les organes ou des parties vivantes émettaient ce qu'il a appelé les biophotons. Alors les photons, c'est entre guillemets des particules de lumière. Hein, ben, il faut être très prudent parce qu'on ne sait pas si ce sont des particules ou des ondes finalement, on ne sait plus rien, on ne peut plus le dire. Mais les biophotons, c'est donc des particules de lumière d'origine organique. Et ce que Fritz Popp a découvert de façon assez étonnante, c'est que le corps humain était le siège de phénomènes et de phénomènes qu'on appelle des phénomènes de cohérence quantique. Alors la cohérence quantique, c'est quoi? C'est le moment où un certain nombre, c'est le moment où une collection d'atomes commence à vibrer de façon cohérente. C'est-à-dire, ils montent tous en même temps et ils descendent tous en même temps, pour faire une image très simple. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de leur non seulement au niveau de leur vibration, ils ont la même fréquence de vibration, mais en plus, ils ont la même phase. C'est-à-dire qu'ils sont en cohérence de phase. Or, les physiciens connaissaient les phénomènes de cohérence quantique pour un large nombre d'atomes, c'est-à-dire quelques milliers, uniquement lorsqu'on descendait la matière entre 0 et 4 degrés Kelvin, c'est-à-dire proche du zéro absolu. 0 degré Kelvin, c'est moins 273,14 degrés centigrades. Hein, il n'y a pas moyen d'aller en dessous. Là, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Donc, quand on est dans les 4 premiers degrés du zéro absolu, là, on a des phénomènes qu'on appelle la superconductivité ou la suprafluidité, où on utilise d'ailleurs cela pour aujourd'hui commencer à créer des ordinateurs quantiques et toute une série d'applications de ce style-là. On savait que ce genre de phénomène existait au niveau de la matière à ces températures extrêmement basses. Et là, tout à coup, on observe les mêmes phénomènes au niveau des organes du corps, au niveau du cerveau de l'être humain,
Alors que là, on est à température ambiante, hein, on est à la température de 37, 38 degrés, et on est avec non pas quelques milliers, ou quelques centaines ou quelques milliers d'atomes, mais avec des millions de molécules et de cellules. Et ça, c'est totalement nouveau, mais ça nous ouvre une perspective tout à fait nouvelle sur le fonctionnement du corps humain. Fritz Popp a aussi fait des observations au niveau du comportement de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui fait partie de notre patrimoine génétique, où il s'est rendu compte que finalement, l'ADN est l'entité dans le corps qui contient le plus de biophotons. Et chaque fois que nous sommes en stress, et donc là, vous allez commencer à voir les applications que ça peut avoir, chaque fois que nous sommes en stress, l'ADN va émettre des photons, des biophotons. C'est comme si l'émission de lumière propre à notre corps. Donc, en fait, c'est une lumière qui est émise à l'intérieur du corps. Hein. Il y a des gens qui se prennent pour des lumières, hein, ça je sais, mais c'est pas du tout ça. C'est en fait la lumière que l'on émet à l'intérieur du corps pour rééquilibrer nos cellules qui sont en déséquilibre à cause du stress. Et dès que le stress est terminé, l'ADN, la spirale d'ADN va se retordre dans l'autre sens et va réabsorber les biophotons pour la fois suivante. Des phénomènes comme ça, jusqu'il y a encore 20 ans d'ici, étaient totalement inconnus. Ah, c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, est-ce à dire que l'ADN réagit en fonction de... Donc, alors de quoi? Nos pensées génèrent-elles des réactions biochimiques, ou est-ce des réactions biochimiques qui entraînent alors les pensées, finalement, de la poule ou de l'œuf, c'est un petit peu ça la question. Finalement, si l'ADN se met à envoyer des biophotons en fonction du stress qui est généré, est-ce qu'elle le fait par réaction alors biochimique? Là, pour le coup, l'ADN, c'est vraiment le code. Donc, Oui. alors, je sais pas, j'avoue que moi-même, j'ai du mal à formuler la question, parce que je n'arrive pas à savoir qui est le premier dans l'affaire. Et finalement, le cerveau, qu'est-ce qu'il représente dans cette histoire? Voilà. Alors, effectivement, mais je comprends très très bien votre trouble et votre, votre difficulté, parce que vous comprenez, ce sont des notions qui sont extrêmement difficiles à manipuler. En tout cas, je fais une toute petite parenthèse, c'est que savez-vous que en 2010, aucun physicien au monde n'est capable encore d'interpréter les travaux de la physique quantique qui étaient à peu près tous terminés en 1927-28. Hein. Le formalisme de la physique quantique a été accepté définitivement aux alentours de 27-28. Et donc, depuis lors, aucun physicien dans le monde n'est capable de répondre à la question simple, qu'est-ce que le réel? C'est quand même extraordinaire. Donc, plus personne n'est capable de mettre des mots. Hein, c'est pour ça d'ailleurs, et je vois en fond derrière vous, vous passez le film Down the Rabbit Hole, qui est la suite de What the Bleep Do We Know? Et donc effectivement, What the Bleep Do We Know, qui est un film qui a popularisé l'approche de la physique quantique, ils ont choisi le mot bleep. Hein. Bleep, c'est ce son, ce signal que l'on superpose à quelque chose que l'on ne peut pas nommer à l'antenne, sous peine d'avoir des ennuis au niveau de la justice ou des choses comme ça, ou qu'on n'est pas capable de nommer. Et, effectivement, on n'est pas capable de nommer, on est très handicapé au niveau des mots. Donc je comprends que vous soyez handicapé au niveau des mots, parce que moi-même, je le suis. Alors, c'est là où la démarche d'Edgar Morin peut être intéressante, parce qu'Edgar Morin a vulgarisé au niveau de la francophonie l'approche qu'on appelle l'approche systémique. Et l'approche systémique dit ceci, c'est que la cause peut avoir un effet, peut créer un effet, mais l'effet peut avoir une rétroaction sur la cause, c'est-à-dire on est dans un système en boucle. D'accord. Et au niveau de l'être humain, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que dire l'être humain est une entité spirituelle, c'est faux. Dire l'être humain est une entité matérielle avec des réactions physico-chimiques, c'est faux aussi. Mais dire par contre l'être humain est à la fois une entité spirituelle avec des phénomènes ondulatoires, interférentiels et informationnels, d'où le titre de ma conférence d'ailleurs, quand l'information peut influencer le corps et l'esprit, peut guérir ou transformer le corps et l'esprit, mais où aussi le corps sont des réactions physico-chimiques. Et ces réactions physico-chimiques se traduisent
en phénomènes informationnels et ondulatoires, de la même façon que les phénomènes ondulatoires se traduisent de façon physico-chimique. C'est-à-dire qu'il y a, et ça je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire que la physique quantique est en train de réconcilier, d'une part, les matérialistes, rationalistes qui voient le corps humain comme une entité physique, et ces gens-là ont raison, et à la fois ils ont tort, et réconcilier aussi les gens qui voient le corps humain comme une entité ondulatoire, spirituelle, je ne sais pas quoi, ils ont raison aussi, et en même temps ils ont tort. Donc vous voyez quelqu'un qui fait des guérisons en imposant les mains, par exemple, lui il travaille au niveau ondulatoire, mais il provoque des phénomènes physico-chimiques dans le corps. Et donc dire le corps c'est uniquement une entité spirituelle, c'est faux. Mais dire le corps est uniquement une entité matérielle, c'est faux aussi. Et il y a des interactions en permanence. Et alors là, la question que vous posez, mais on y reviendra peut-être après, la question que vous posez, c'est mais alors, c'est quoi le rôle du cerveau? C'est quoi le rôle de l'ADN? C'est quoi le rôle de nos émotions? Toutes ces questions-là, évidemment, sont des questions intéressantes à se poser. Je rappelle donc aujourd'hui notre invité Jean-Jacques Crèvecoeur qui sera à Paris puisque à l'heure actuelle il est au Québec et pour 2 conférences, une formation. Donc je vous donne directement le site internet, vous aurez tous les compléments d'information puisque Jean-Jacques Crèvecoeur vient notamment grâce à la coordination de Coévoluer, l'association Coévoluer que nous avions reçue à l'antenne il y a de cela quelques temps. Pour en savoir plus, donc le site internet de Coévoluer, CO, bien entendu, tiret la touche 6 de votre clavier, évoluer à l'infinitif, à la fin, .com, co-évoluer.com, où vous aurez tous les détails pour les lieux, dates, conférences du passage à Paris de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors, pour ce qui est de la première conférence, elle aura lieu le vendredi 8, donc la fin de la semaine, là. Vendredi 8 octobre à 19h30, la thématique sera la guérison quantique lorsque l'information transforme le corps et l'âme. L'autre conférence aura lieu vers la fin du mois, à savoir le jeudi 21 octobre à 19h30 aussi, toujours à Paris, la thématique cerveau holographique et neuropsychologie quantique. Et enfin, la formation qui s'adresse déjà d'une part à tout à chacun et peut-être spécifiquement aux thérapeutes qui souhaiteraient voir, comprendre comment la physique quantique leur permet d'avoir une application directe en médecine et en biologie. La formation aura lieu le samedi 9 octobre, toujours à Paris. Alors, vu qu'il nous reste 25 bonnes minutes, Jean-Jacques Crèvecoeur, je vais laisser la possibilité aux auditeurs, j'espère que je ne vais pas être assailli. Oui. Le standard, je vais l'ouvrir, le 08 92 23 95 20. Vous souhaitez poser des questions, auditeurs, auditrices, vous êtes les bienvenus. 08 92 23 95 20. Alors, les applications, bien entendu, au niveau de la santé. Tout de suite me vient les travaux du docteur Emoto, donc qui s'est penché, ainsi que Benveniste, et puis l'homéopathie. Finalement, cette physique quantique explique, et c'est d'ailleurs l'argument des scientifiques actuels, des médecins, qui disent l'homéopathie, finalement, ce n'est qu'un placebo. Il n'y a plus les particules à l'intérieur. Donc là, on parle de vibration. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'argument de dire l'homéopathie est un placebo, sauf si on considère que le placebo reconnaît à ce moment-là l'influence de l'esprit sur la matière. Ça, c'est clair. Mais c'est clair que les travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de l'eau, les travaux du docteur Emoto prouvent et montrent qu'effectivement, et nous permettent de comprendre effectivement comment marche l'homéopathie. Et moi, en tant que physicien quantique, c'est clair que quand je me suis penché sur l'homéopathie, j'ai compris directement qu'effectivement, lorsque l'on met une information de la teinture mère dans un substrat neutre qui est de l'eau et que l'on commence à faire de la dynamisation, etc., eh bien, on transmet l'information de la matière vers le substrat de l'eau. Et l'eau est quand même quelque chose d'assez mystérieux et dont on n'a absolument pas découvert encore toutes les potentialités, ça c'est évident. Mais cette fameuse dualité onde-corpuscule dont les physiciens quantiques parlent, ça j'en parle régulièrement dans mes conférences de façon approfondie, pour montrer qu'effectivement, même s'il n'y a plus de matière après cette dilution homéopathique, l'information qui est peut-être l'élément qui est commun à
à l'onde d'un côté et au corpuscule de l'autre, finalement, on pourrait se dire que ce qui est commun aux deux, c'est l'information. Et l'information va se manifester de façon ondulatoire si on la mesure de façon ondulatoire et matérielle si on la mesure de façon matérielle. Mais comme le corps humain est à la fois quelque chose d'ondulatoire et de matériel, eh bien, le remède homéopathique, qui est à la fois corpusculaire et ondulatoire, va s'adresser, va entrer en résonance, va faire rentrer en résonance les 70% de molécules d'eau que nous possédons dans le corps humain. Et donc, chaque fois que je donne des cours de physique quantique à des homéopathes dans des écoles d'homéopathie, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles en sortant de là le soir, parce qu'ils disent enfin un scientifique légitime notre démarche qui marche depuis plus de 200 ans, mais dont on ne connaissait pas la légitimation sur le plan scientifique. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous les homéopathes. Monsieur Crèvecoeur, nous allons accueillir notre premier auditeur, Paul. Bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute, Paul. Bonjour à tous. Donc, moi, votre propos suscite une réaction en moi. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre travail, notamment sur la grippe A. Je suis un des nombreux internautes à avoir relayé un mail qui vient de vous ou de gens à travers vous. Enfin, merci. De vous à travers des gens. Ok, donc, concernant le propos sur la mécanique quantique, m'est venue l'idée suivante, c'est que j'ai été troublé au niveau de la logique par votre propos, dans la mesure... J'ai un écho, il y a moyen de le supprimer? J'essaye, j'ai essayé, mais c'est pas évident. Ok, bah, c'est pas grave. Donc, c'est l'idée que la proposition A est fausse et la proposition B est fausse, mais une proposition C qui serait une combinaison des deux, enfin qui intégrerait les deux, donc il y a à la fois le verre et, comment dire, non, pour prendre l'expression exacte concernant la mécanique quantique, à la fois donc un phénomène est d'origine corpusculaire et il est aussi d'origine ondulatoire, ou pour passer à l'échelle macro, à la fois l'homme est de nature spirituelle et de nature matérielle. Cela est vrai, mais l'un et l'autre, pris indépendamment, c'est faux. C'est faux, mais vous avez dit c'est vrai également. Et donc là, ça m'a posé un problème. C'est faux ou vrai, mais ça peut pas être, à mon avis, les deux, ou sinon, merci de préciser la pensée. D'accord, ok, c'est une excellente question de nouveau d'épistémologie à laquelle je vais répondre par une citation de Bouddha. Bouddha qui n'a rien à voir avec la physique quantique, je vous le répète, je vous le signale tout de suite. Mais Bouddha a dit à propos des vies antérieures, on ne peut pas dire que les vies antérieures existent. On ne peut pas dire qu'elles n'existent pas. On ne peut pas dire qu'à la fois elles existent et elles n'existent pas. Et on ne peut pas dire même le contraire de ce que je viens de dire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est obligé de sortir, et en tout cas la physique quantique nous oblige à nous sortir de la logique dualiste qui dit que si A est vrai, nécessairement B est faux, ou si A et B sont vrais, alors nécessairement A est faux et B est faux, ou A est vrai et B est vrai, etc. C'est-à-dire que, en fait, on n'est plus capable de dire quoi que ce soit. Et donc, vous avez raison de pointer le fait qu'il y a une incohérence dans mon propos, mais mon incohérence n'est qu'apparente, dans le sens où elle est limitée par mon propre langage. Parce que, bon, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, ça je le ferai aux conférences et à la journée, surtout le samedi prochain, mais en fait, on se rend compte que quand on commence à observer le réel avec un outil matériel, on se rend compte que le réel se comporte de façon matérielle. Mais si on le laisse aller suffisamment longtemps, ou si on change en cours de route l'appareil de mesure, tout à coup, le réel se comporte de façon ondulatoire, avec des phénomènes d'interférence ondulatoire, et plus de façon matérielle. Et quand on essaye de savoir alors par où précisément tel photon est passé, etc., là on détruit complètement la figure interférentielle ondulatoire. Donc j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en fait on se rend compte que en permanence, en fonction de la conscience de l'observateur, le réel va chaque fois se comporter différemment. Donc c'est pour ça que je dis, c'est à la fois vrai et à la fois faux de dire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon. Et comme disait un grand physicien quantique, moins vous aurez l'impression de comprendre mes propos, plus proche vous serez de la réalité et de la compréhension du réel. Et ce n'est pas de la plaisanterie, c'est vraiment la limitation de notre langage humain aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qu'est le réel. Oui, et c'est tendancieux en même temps, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a bon dos à ne rien comprendre.
Non, 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 non. Mais en tout cas, j'essaye de vous expliquer pourquoi il n'est pas possible euh, de 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 cataloguer, comprendre. Oui, c'est ça. d'étiqueter. En fait, Moi, ça m'a renvoyé à une lettre humide, hein, cette histoire, avec cette histoire de logique bivalente qu'on a dans la plupart de nos approches de pensée, Mhm. comment dire, bipolaire, et cette lettre humide qui vantait les mérites de la logique tétravalente, donc à quatre valeurs de vérité. Vous avez vu Oui. ça passer? Je ne connais pas cette approche. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais étudié. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais Ok, effectivement, je crois qu'on va être obligé de changer de logique. Ça, c'est j'ai clair. l'impression, oui. Et donc, on trouve un PDF sur Internet qui décrit tout à fait ça sur le site, sur un site entre guillemets officiel, hein, qui traite ce sujet de D'accord. lettres humides. Paul, J'irai voir. Merci beaucoup. merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Et nous accueillons Marie. Marie, bonjour. Oui, bonjour, bonjour sur le plateau et bonjour Monsieur Crèvecoeur. Je Oui, suis bonjour, très Marie. honorée je vous ai suivi là tout à l'heure et j'ai suivi votre toute la. Je suis un petit peu émue, je suis désolée. Voilà, j'ai suivi un petit peu les courriels que vous avez envoyés l'an dernier par l'intermédiaire de plusieurs amis avec qui on s'est concerté et un grand merci pour toutes les informations que vous nous avez fait parvenir via Internet. Et donc, je pense comprendre un petit peu ce que vous dites quand vous parlez d'une vérité pour quelqu'un et une vérité pour un autre. À savoir que peut-être ce qui est vrai pour une personne n'est pas forcément vrai pour une autre, d'où peut-être l'ambivalence dont vous parlez tout à l'heure en physique quantique. Mhm. Et, Oui. Et votre question? voilà, donc, après, je ne suis pas physicienne, je ne suis pas, voilà, je suis très intéressée par votre approche. Il a été très difficile aussi de mon côté pour dénoncer, on va dire, c'était pas de la dénonciation, mais informer mon entourage pour dire un petit peu ce qui se passait et j'ai été choquée par cette information. Je me suis demandé si on n'essayait pas de nous rendre plus ignorants et plus malades pour mieux nous asservir, mieux nous assujettir. Je me suis posé la question, est-ce que ça date depuis des civilisations ou est-ce que c'est une stratégie toute récente? Je me pose la question aussi. Et donc, voilà, merci encore pour ce que les informations que vous faites passer et les interpellations que vous amenez à avoir à un public assez large. Merci Marie. Merci, Avec Marie. grand plaisir. Alors, Jean-Jacques Crèvecoeur, donc pour peut-être répondre à la question de Marie, y a-t-il eu des intentions, alors soit c'est très récente, ces intentions de la part concernant cette fameuse grippe porcine, ou y a-t-il eu depuis très longtemps toujours cette idée de vouloir manipuler les masses, de faire en sorte qu'elles soient ignorantes dans l'inculture? Votre point de vue? Je crois que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. Il suffit de s'intéresser à l'histoire de Rome pour savoir que déjà à l'époque, je ne sais plus lequel des dictateurs, je ne sais plus si c'était Cicéron ou si c'était Tibère, qui disait que si on veut la paix, il suffit de donner au peuple du pain et des jeux. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on en est encore là aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a des intentions oui, probablement, mais ce sont des intentions qui ne sont pas nécessairement concertées. Mais à partir du moment, il suffit de relire Le Prince de Machiavel, déjà il y a 3-4 siècles d'ici, je pense qu'il avait tout compris. Donc si on veut avoir une bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, relisez Le Prince et relisez aussi le discours de la servitude volontaire comment s'appelle-t-il maintenant? Je vais le retrouver. Oui, mais au-delà de tout cela, peut-être qu'on n'a pas trop, enfin je veux dire, dans les jeunes, peut-être aussi, on n'a pas trop envie de repartir sur des écrits et peut-être qu'on a envie de renouveau, qu'on a envie de peut-être d'une autre conscience et de repartir sur une meilleure compréhension de l'autre et peut-être que de se poser la simple question, ce qui est bon pour moi est bon pour moi, l'autre a une idée aussi on va dire, il y a une bonne idée d'une personne A, une bonne idée d'une personne B. Est-ce qu'on est capable maintenant, en 2010, de se dire, trouvons un compromis, une idée qui
qui va être bien pour l'autre, pour moi et pour l'autre aussi, une conscience individuelle et collective qui fera que peut-être on trouvera des solutions différentes et, Oui. une façon D'accord, de mais- penser en conscience et en responsabilité surtout. Oui, Est-ce mais que ça a à voir avec justement, la pour faire un lien entre ce quantique que vous dites et la physique quantique, moi, ce qui m'intéresse dans l'approche de la physique quantique, c'est qu'elle nous démontre que finalement, nous créons le monde à partir de la perception que nous en avons. Et Oui. ça, je crois que c'est quelque chose que l'on peut... c'est la seule chose sur laquelle nous ayons prise. Parce que des gens qui veulent nous asservir, il y en aura, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Oui. Des gens qui veulent nous considérer comme des moutons, il y en aura toujours. À partir de là... si Qu'est-ce je qu'on peut focalise réfléchir toute mon énergie sur ces gens-là, c'est Oui. clair que je vais les renforcer. Par contre, si je regarde comment est-ce que moi, je peux changer mon regard sur le réel, et sachant qu'en changeant mon regard sur le réel, je vais me créer une réalité différente. Et là, je ne vous parle pas du tout de propos spiritualistes, je vous parle de physique quantique. D'accord. Je vous parle de la manière, parce qu'en fait, et ça c'est pour répondre à la question de Laurent tout à l'heure, sur le rôle du cerveau. Finalement, le cerveau, c'est quoi? Le cerveau, de plus en plus de neurologistes, ou enfin de gens qui font des sciences neurologiques, se rendent compte et émettent l'hypothèse que le cerveau n'est pas l'émetteur de nos pensées. En fait, le cerveau ne serait que le récepteur de nos pensées, pensées qui donc viennent d'une conscience qui est de plus en plus dématérialisée, c'est-à-dire que il y a des scientifiques, et ça c'est ce que je traiterai dans la conférence du 21 octobre, il y a des scientifiques qui ont essayé de localiser certaines fonctions corticales et cérébrales et qui ne sont pas parvenus. Hein. C'est les travaux du docteur Penfield dans les années 20, les travaux de Lashley dans les années 45. En fait, on se rend compte que la conscience est non localisable au niveau du cerveau. Et tous les gens qui ont vécu même des expériences de mort imminente, c'est-à-dire qui ont été déclarés morts cliniquement, et qui ont fait des expériences où ils ont vécu une expérience consciente alors que l'électroencéphalogramme était plat, apportent, je dirais, de l'eau au moulin de ces chercheurs en neurosciences. Et aujourd'hui, une des hypothèses les plus, je dirais, les plus en vogue au niveau des sciences neurologiques, ce serait de considérer que le cerveau est un récepteur de nos pensées qui viennent de la conscience, mais on ne sait pas très bien comment définir cette conscience. Et puis le cerveau est une espèce d'antenne émettrice qui va émettre des ondes vers les différents organes du corps pour équilibrer les organes du corps, d'où l'influence des pensées sur notre physiologie. Et que donc le cerveau va agir sur les organes de façon rapide à travers les interactions électromagnétiques et de façon lente à travers les interactions physico-chimiques et biologiques. Mais ça va plus loin puisqu'en fait notre cerveau, à travers la perception qu'il a du monde, change le monde. Et donc moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est travailler sur votre perception du monde, c'est-à-dire sur quoi est-ce que vous allez choisir aujourd'hui de focaliser votre attention, focaliser votre effort. Et vous verrez que par la loi d'attraction, qui est une loi spirituelle, peut-être le monde va changer de votre point de vue. Oui, tout dépend du choix conscient de chaque personne en fait. Oui, exactement. D'accord. Merci Marie. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons tout de suite Sophie. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'appelais au départ tout simplement parce que je voulais m'inscrire. J'ai un écho, alors que je n'écoute pas la radio, je ne sais pas d'où vient cet écho. Je ne sais pas, pour nous, on vous entend clair et net. D'accord, très bien. On vous entend clairement. Alors, c'est pour moi que c'est difficile, uniquement. Donc, je voulais m'inscrire, je suis allée sur le site que vous avez donc énoncé. Oui. Et je n'ai peut-être pas vu, mais je ne trouve pas le lieu de la conférence, enfin des conférences, en particulier de celle du 8 octobre. Alors, c'est gentil d'appeler à l'antenne pour ça, mais dans ce cas, si vous avez le lien sur Coévoluer, vous avez aussi le contact avec le numéro de téléphone que je donnerai aussi, puisque je ne l'ai pas mentionné. Donc, n'hésitez pas à appeler pour avoir les compléments d'information. D'accord, excusez-moi. Je vous en prie. C'était une première chose. Ensuite, ce que j'entends là, tout à fait par hasard, je vérifiais le fonctionnement d'une radio, je tombe sur l'émission et je suis passionnée par cela. Je suis moi-même thérapeute, somato-psychopédagogue.
Je pratique depuis 7 ans et j'avoue, je me pose beaucoup de questions. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de réponses dans ce qui est dit aujourd'hui, donc je suis tout à fait intéressée par ce genre de débat, de conférence. En somatopsychopédagogie, on a, comme dans bien d'autres thérapies, hein, on voit qu'on a une efficacité réelle dans le soin, dans l'aide, dans la relation d'aide qu'on a avec notre patient. C'est une thérapie qui est à la fois manuelle, gestuelle, qui est beaucoup basée sur le développement de la perception de soi, enfin de la personne. Excusez-moi Sophie, Oui. j'entends bien, mais est-ce que vous avez une question de prime abord? Non, du coup, j'ai pas véritablement de question. Non, le fait est, vous faites bien de me... Non, c'était plus une question pratique que j'avais au départ, mais donc non, je suis très agréablement surprise. J'ai vraiment le sentiment que je vais avoir des réponses sur les questions que je me pose en fait. Toutes les questions que je peux me poser, tout en constatant toutefois l'efficacité de la méthode de soin qui est une petite sœur de la fasciathérapie, si vous avez entendu parler de ça. Donc voilà, non, j'ai pas de questions pour le moment. Merci à vous alors. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Jean-Jacques Crèvecoeur. Oui, je dirais que d'abord, il y a aussi une possibilité d'avoir des informations sur mes conférences. C'est mon site internet qui s'appelle www.jeanjacquescrèvecoeur.com. Il suffit de taper mon nom et vous aurez les informations. Et je viens d'aller voir sur Coévoluer. Effectivement, le lieu n'est pas indiqué, mais sur mon site, les lieux sont indiqués. Alors, concernant d'abord la somatopsychopédagogie, c'est très drôle parce que ma femme est en train de suivre une formation en somatopsychopédagogie. Le monde est très petit parce que c'est une méthode qui n'est pas très, très connue. Et effectivement, dans toutes ces approches thérapeutiques aujourd'hui, moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on est en train de réintégrer à la fois la dimension corporelle et la dimension énergétique. Et je pense que vraiment, si les compagnies pharmaceutiques nous laissent faire, ce qui n'est pas gagné d'avance, je crois que le 21e siècle va être un siècle tout à fait passionnant au niveau de l'émergence de nouvelles thérapies. D'ailleurs, dans mes conférences, je parle très souvent du docteur McCoy, le célèbre médecin de la série Star Trek, si vous vous souvenez, il y a 30 ans, qui traitait tous ses patients uniquement avec un petit appareil électromagnétique. Et c'était absolument visionnaire parce qu'aujourd'hui, il existe des appareils de thérapie quantique qu'on appelle le physioscan, qu'on appelle le skio, etc., qui sont des appareils qui fonctionnent selon les principes de réinformation cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui à travers ces appareils, c'est qu'on envoie différentes fréquences qui vont être reçus par les organes, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, chaque organe vibre en cohérence quantique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque organe, même s'il y a des millions et des millions de cellules, c'est comme s'il n'y avait qu'une seule cellule, et c'est là où les lois de la physique quantique peuvent de nouveau s'appliquer, puisque comme il y a une cohérence, c'est comme si nous n'avions qu'une cellule qui est en train de vibrer, et si on envoie de l'information à cette cellule, eh bien, la fréquence de la cellule, c'est-à-dire la fréquence de l'organe, va pouvoir se modifier pour pouvoir se rétablir. Et je dirais que ça, c'est extraordinaire. Et alors, un dernier point sur les compagnies pharmaceutiques qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est que finalement, je sais que pour l'instant, il y a des grands débats, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, où un certain nombre de plantes médicinales ou de produits comme des huiles essentielles, etc., vont être interdites au niveau du commerce parce que tout ça est en train d'être récupéré par l'industrie pharmaceutique. Le brevetage du vivant. Oui, le brevetage du vivant. Voilà, le brevetage du vivant, le Codex Alimentarius, pour ceux qui veulent des informations plus précises, tapez sur Internet Codex Alimentarius et vous trouverez toutes les informations. Mais je dirais que si on comprend vraiment les fondements de la physique quantique, on n'a plus besoin de la plante, on n'a plus besoin de l'herbe, on n'a plus besoin de l'huile essentielle pour soigner quelqu'un. Vous savez, moi j'ai un ami homéopathe en Belgique qui ne donne plus de remèdes homéopathiques puisque ça devient de plus en plus problématique de trouver des teintures mères pour fabriquer les produits homéopathiques, puisque tout ça est en train d'être contrôlé par les compagnies pharmaceutiques. Mais lui, il donne aujourd'hui à ses patients
les remèdes homéopathiques de façon virtuelle. Un peu comme dans La Belle Verte, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Colin Serrault, où il donne, par une impulsion de pensée, l'esprit du remède homéopathique. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, parce que quand on a compris les travaux de Benveniste, par exemple, sur la mémoire de l'eau, on se rend compte qu'on n'a plus besoin du support matériel de la plante, du remède homéopathique, de la granule, de l'huile essentielle, etc., ou de la pommade, pour soulager quelqu'un. Il suffit de lui donner l'information, et si cette information est bien calibrée, cette information va avoir exactement le même effet que si on avait donné quelque chose avec un support matériel. Et c'est là où on aura toujours une longueur d'avance. Ça veut dire retour à la prière? Mais tout à fait, mais à débarrasser du fatras de moralisation et de déresponsabilisation d'un Dieu extérieur à nous. Mais effectivement, la prière a été la première démarche psychothérapeutique. Jésus-Christ disait quand même aux gens qu'il guérissait, ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est-à-dire, en fait, c'est ton changement de regard qui a fait que ton état physico-chimique, parce que ton état vibratoire a changé, ton état physico-chimique a changé. Est-ce que j'ai encore une minute pour expliquer une anecdote qui est vraiment très intéressante ou plus? Oui, tout à fait, allez-y. Oui. Bon, c'est quelque chose qui a été étudié en psychiatrie il y a une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui était atteint d'un trouble de dédoublement de personnalité, mais un trouble extrêmement grave, très pathologique. Et ce patient était diabétique lorsqu'il était dans la personnalité A, et lorsqu'il basculait dans la personnalité B, il était dans un fonctionnement tout à fait normal. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont étudié ce gars-là pendant très longtemps. On se rendait compte que chaque fois qu'il basculait psychiquement dans la personnalité A, il avait tous les symptômes d'un diabétique, son pancréas ne fonctionnait pas, on était obligé de lui faire des injections d'insuline, etc., etc. Quand il basculait dans la personnalité B, instantanément, son taux de sucre, son taux de glucagon redevenait normal et il n'y avait plus aucune dépendance à l'insuline. Il pouvait rester comme ça pendant des jours sans avoir aucun problème. Dès qu'il rebasculait dans la personnalité A, il était obligé de se soigner en tant que diabétique. Et ça, pour moi, c'est un espoir extraordinaire. Ça veut dire, en fait, que si nous étions capables de mettre en cohérence nos pensées, de façon suffisamment forte pour que tout le cerveau vibre à la même fréquence et dans la même phase, on serait capable instantanément d'arrêter nos maladies, d'arrêter les troubles pathologiques, de réduire notre poids, etc., etc. Puisque le corps physique, finalement, n'est que le reflet de notre conception et de notre perception du réel. Et ça, ce sont des travaux qui ont été observés en psychiatrie. Alors, je dirais, c'est là où on peut comprendre les miracles de Lourdes et toutes ces guérisons instantanées. Jean-Jacques Reffker, un grand merci. Je rappelle que vous êtes bientôt à Paris, puisque là, vous êtes à Montréal. Oui, je prends l'avion mercredi. Donc, première conférence qui aura lieu le vendredi 8 octobre à 19h30 à Paris. La thématique, la guérison quantique lorsque l'information transforme le corps et l'âme. Autre conférence qui aura lieu le jeudi 21 octobre à 19h30 à Paris. Notamment le thème cerveau holographique et neuropsychologie quantique. Et une formation donc que vous donnez pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus à pratiquer dans leur quotidien et surtout certainement aux thérapeutes. Une formation à la physique quantique et à ses applications en médecine et biologie qui aura lieu le samedi 9 octobre à Paris. Alors on rappelle donc votre site internet jean-jacques-crèvecoeur.com. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Jean-Jacques-Crèvecoeur.com. Il suffit de taper mon nom et vous trouverez tout de suite Sans le problème. site. Oui. Et le site de Coévoluer, co-évoluer.com, co-évoluer à l'infinitif.com. Et un numéro de téléphone pour tous ceux et celles qui sont donc sur Paris et qui veulent contacter Marie-Claire de Coévoluer, le 06 13 23 53 99. Je répète, 06 13 23 53 99. Jean-Jacques Reffker, un grand merci pour nous avoir consacré de votre temps 1h30. Je pense que pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ont l'habitude plus ou moins d'avoir ce genre de sujet à l'antenne, puisque figurez-vous qu'à 17h30, nous avons un guérisseur qui guérit par le verbe. Alors ça illustre tout à fait vos propos. Un grand merci donc de votre venue et puis bon séjour à Paris. Mais merci beaucoup et en tout cas merci de votre accueil, ce fut très agréable pour moi. Je vous dis à bientôt alors. Au revoir. À bientôt Laurent. Merci, au revoir.